vient s'installer sous notre toit. Je me rappelle comme si c'était hier, son arrivée à la porte de l'auberge. Il marchait péniblement, suivi de son coffre porté sur une brouette. C'était un gros homme grand et fort, brun comme une châtaigne, sa queue de cheveux poisseux tombant sur les épaules, de son manteau bleu tout attaché. Ses mains, aux ongles noirs, étaient calleuses et ouvertes de cicatrices. Un coup de sabre reçu autrefois avait laissé sur sa joue une balafre dont la blancheur livide contrastait avec la couleur de son teint. Je me le rappelle, son regard faisait le tour de la braie, tandis qu'il sifflotait d'abord à mi-voix, selon son habitude, puis il entonnait la vieille chanson de matelot qu'il chanta si souvent de la suite. Nous étions 15 matelots sous le coffre du mort, yo ho ho ho, et une bouteille de rhum. Sa voix aiguë et chevrotante s'était certainement cassée au service de la barre du cabeston. Il frappa ensuite à la porte avec un bout de bâton semblable au levier dont se servent les marins pour manœuvrer les pièces d'artillerie. Et lorsque mon père apparut, il lui demanda d'un ton brusque un verre de rhum. Ce dernier lui ayant été apporté, il le but lentement, en connaisseur, savourant l'arôme et regardant tour à tour les rochers et notre enseigne. La crique est sablonneuse, dit-il enfin, et le cabaret joliment situé. Voyez-vous beaucoup de monde ici? Mon père lui répondit que non, très peu de gens, c'était pitié. Bon, reprit-il, voici le mouillage qu'il me faut. Arrive, cria-t-il à l'homme qui poussait à la brouette, accoste et aide à aller mon coffre. Je veux rester ici quelque temps, continua-t-il. Je ne suis pas difficile, du rhum, du lard, des œufs, c'est tout ce qu'il me faut avec ce promontoire là-bas pour examiner les bateaux qui passent. Comment devez-vous m'appeler? Appelez-moi capitaine. Ah, je vois que vous voulez, tenez. Et il jeta 3 ou 4 pièces d'or sur le seuil. Vous m'avertirez quand vous en verrez la fin, dit-il avec la fierté d'un capitaine de frégate. Et en effet, si râpé qui fut ses vêtements et sa manière de parler grossière, il n'avait pas l'air d'un simple matelot, mais bien d'un capitaine habitué à être obéi sous peine de punition. L'homme qui avait mené la brouette nous raconta que la malle-poste avait déposé ce voyageur le matin même à la porte du Royal George, où il s'était informé des auberges le long de la côte, et qu'ayant eu de bons renseignements sur la nôtre, je supposais, ayant su qu'elle était isolée, il l'avait choisie de préférence pour y séjourner. Et c'est tout ce que nous pûmes apprendre sur lui. C'était un homme très silencieux d'habitude. Toute la journée, il flânait autour de la crique ou grimpait sur les rochers, armé d'une longue vue de cuivre. Toute la soirée, il restait assis dans un coin de la salle près du feu et buvait ferme. Beaucoup de rhum dans peu d'eau. Parfois il ne répondit pas et on lui adressait la parole, mais levait tout d'un coup les yeux avec un air farouche et faisait avec son nez un bruit de sirène d'alarme. Comme nous, les gens qui venaient chez nous apprirent bientôt à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il revenait de sa promenade, il demandait si des matelots étaient passés sur le chemin. Au commencement, nous pensions que cette question était motivée par son désir de voir des gens de son espèce, mais nous vîmes bientôt qu'il tenait au contraire à les éviter. Quand par-ci par-là, quelques marins se rendent à Bristol, en suivant la côte, s'arrêtaient à l'amiral Benbow. Le capitaine l'examinait à travers les rideaux de la porte avant d'entrer dans la salle et restait en sa présence, aussi muet qu'une carpe. Pour moi, du moins, il n'y avait pas de secret là-dedans, car je partageais en quelque sorte ses inquiétudes. Un jour, il m'avait en effet pris à part pour me promettre une pièce de 4 sous, le premier de chaque mois, si je voulais bien veiller au grain et avertir si j'apercevais jamais un matelot avec une jambe de bois. Plus d'une fois par la suite, quand le premier du mois revenait et que je réclamais mon salaire, il se mettait à faire la sirène avec son nez et me forçait à baisser les yeux. Mais avant la fin de la semaine, j'étais
sûr qu'il reviendrait à de meilleurs sentiments et m'apporterait ma pièce de 4 sous en me répétant de veiller au grain et de guetter le matelot à une seule jambe. Ce personnage devint alors une hantise pour moi. Je ne puis vous dire à quel point, dans les nuits de tempête, quand le vent ébranlait les 4 coins de notre maison et que les vagues déferlaient, et mugissant le long de la crique et en bondissant par-dessus les rochers, je le voyais m'apparaître sous 1000 formes et avec 1000 expressions diaboliques. Tantôt sa jambe était coupée au genou, tantôt à la hanche, et c'était aussi parfois une sorte de monstre qui n'avait jamais eu qu'une jambe passée au milieu du corps. Enfin, dans les plus terribles de mes cauchemars, je le voyais s'élancer après moi dans une folle poursuite à travers les haies et par-dessus les fossés. Je vous assure que je gagnais bien ma pièce mensuelle au prix de ces épouvantables visions. Mais la terreur que j'avais de ce matelot n'égalait encore pas celle que le capitaine inspirait à ceux qui l'approchaient. Il y avait des nuits, quand il avait absorbé plus de rhum que sa tête ne pouvait en supporter, où il restait assis sans faire attention à personne, chantant ses vieilles et vilaines chansons de matelot. Et parfois aussi, il demandait des vers pour tout le monde, et forçait l'assistance tremblante à écouter ses histoires ou à reprendre en chœur ses chansons. Parfois, la maison tremblait sous les yo-ho retentissant, tous les voisins se réunissant par crainte pour leur vie, et chacun chantant plus fort que l'autre pour éviter les réprimandes, car dans ses accès, le capitaine était le plus tyrannique des compagnons. Il frappait du poing sur la table pour imposer le silence autour de lui, ou bien il entrait dans une colère effroyable pour une question qui lui était faite, ou parce qu'on le lui en faisait pas, estimant qu'alors personne n'écoutait son histoire. Il ne permettait pas davantage à qui que ce soit de quitter l'auberge avant que lui-même soit ivre au point d'avoir peine la force de regagner sa chambre en titubant. Cette histoire était justement la cause de la frayeur de ses auditeurs. Elles étaient épouvantables. Il n'y était question que de pendaison, de sauter le pas, de tempête en mer, de spectres, d'exploits sauvages, etc. À l'entendre, on ne pouvait supposer qu'il avait passé sa vie parmi les pires hommes que Dieu ait jamais laissé naviguer sur les mers, et le langage dont il se servait pour compter ses écrits était presque aussi révoltant que le récit lui-même de ses crimes. Mon père disait toujours qu'il serait la cause de notre ruine parce que les gens cesseraient bientôt de venir se faire tyranniser, réprimander et envoyer au lit tout tremblant. Mais je crois qu'en réalité sa présence nous fit du bien. Les gens avaient peur sans doute, mais au fond, ils aimaient cela. C'était un peu d'animation dans leur paisible vie campagnarde. Et il y avait même un groupe de jeunes gens qui avaient la prétention de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer, un vieux marin d'eau salée, et autres noms du même genre, ajoutant que seules ces sortes d'hommes rendaient l'Angleterre redoutable sur mer. Ils semblaient toutefois vouloir nous ruiner d'une autre manière, car ils continuaient de rester chez nous, les semaines succédant aux semaines, les mois aux mois, sans qu'il pensât renouveler sa provision d'argent qu'il nous avait versée en arrivant, et sans que mon père eût le courage de lui réclamer. Du reste, mon père s'était hasardé par la suite à lui faire remarquer. Le capitaine se mit à faire si fort la sirène avec son nez, que mon père, croyant entendre un rugissement, s'enfuit de la chambre, épouvanté. Je le vis ensuite se tordre les mains de désespoir, et je suis sûr que la peur et le chagrin hâtèrent de beaucoup sa triste mort prématurée. Tout le temps qu'il resta chez nous, le capitaine ne fit d'autre frais pour son habillement que l'achat de quelques paires de bas, un colporteur. Une des cordes de son chapeau étant ramollie, il la laissa pendre en avant, bien que ce fût très incommode quand le vent soufflait. Je me rappelle l'aspect de son vêtement qu'il raccommodait lui-même dans sa chambre, en haut de l'escalier, et qui n'était plus fait à la fin que de pièces et de morceaux. Il ne recevait ni écrivait jamais de lettres, ne parlait jamais qu'aux voisins, et encore quand il était grisé par le rhum. Quant à son coffre, aucun de nous ne l'avait jamais vu ouvert.
ce fut vers la fin de mon pauvre père. Le docteur Livesey était venu un jour assez tard dans l'après-midi voir son malade et avait accepté que ma mère lui servît un léger dîner, après quoi il avait fumé sa pipe dans la salle en attendant son cheval qu'on devait lui ramener du hameau voisin, car nous n'avions pas d'écurie dans ce temps-là. Je l'y avais suivi et je me rappelle à quel point j'avais été